L'un des plus vieux rêves de l'humanité se réalisera peut-être dans quelques jours. Et nous vous invitons tous à en être les témoins. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Henri Bergeron. Au nom de monsieur Marcel Sicotte, directeur de l'école Saint-Martin de Ville-Laval, et de tous nos collaborateurs du service des nouvelles de Radio-Canada, je vous invite à suivre au cours des prochains jours la plus grande aventure de tous les temps, l'homme sur la Lune. Comment se déroulera ce drame qui a pour décor l'espace et le satellite naturel de la Terre, et pour acteurs des êtres humains dans des machines fabriquées par leurs semblables. Et je vais immédiatement demander à M. Sicotte de nous parler de l'ampleur et des risques de cette grande aventure. Il s'agit d'une aventure, d'un exploit tellement inusité, tellement remarquable, que j'ai bien l'impression que des téléspectateurs, tout au cours de la semaine, en ouvrant leur appareil, se demanderont s'ils sont vraiment dans le domaine de la réalité ou dans le domaine de la fiction. C'est vrai que la marge entre la fiction et la réalité se rétrécit de plus en plus. On a assisté à beaucoup de départs pour des voyages dans l'espace jusqu'ici, tant du côté des Russes que du côté des Américains, mais celui de demain a vraiment une caractéristique tout à fait spéciale. C'est que les astronautes, cette fois, vont quelque part. Bien sûr, ils espèrent revenir, mais c'est une mission qui a été préparée avec beaucoup de minutie. On sait heureusement que les vols précédents ont été couronnés de succès, mais pourtant les risques sont toujours très grands. C'est cependant très difficile de dire quel est vraiment l'instant du vol qui comporte le moment le plus risqué. On demandait d'ailleurs il n'y a pas longtemps à un astronaute quel était le moment le plus risqué d'un vol comme celui-là, et il répondait tout simplement: le moment le plus risqué dans un vol dans l'espace, c'est celui qui s'écoule entre l'envol et le retour sur Terre. Évidemment, les ingénieurs, les techniciens, tous les directeurs du vol ont mis tous les atouts du côté des astronautes, mais ceux-ci, je crois, devront bien sûr utiliser tout leur sang-froid et mettre à profit, bien sûr, l'entraînement très intensif qu'ils ont reçu. Mais le vol qui se prépare pour demain n'a pas surgi comme ça, tout d'un coup, du cerveau humain. Il a été préparé depuis longtemps, et c'est même depuis 1961, à l'occasion du message du président Kennedy, qu'on peut dire que ce vol, il est lancé. Et on sait que cette conquête dans l'espace maintenant se fera. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. C'est en ces termes que le président Kennedy déclarait ouverte la course à la Lune. Quelques mois avant l'échéance qu'il avait lui-même fixée, nous voici donc rendus à la dernière étape de cette compétition. Et l'Union soviétique est toujours dans la course. D'ailleurs, l'UNA 15 est là pour nous le rappeler. Oui, à leur dernière conférence de presse, hier, les astronautes, eux aussi, en ont parlé. Il en a été question. Cette conférence de presse, hier, a été donnée d'une façon tout à fait spéciale, c'est-à-dire sans contact direct avec les journalistes et les astronautes. Ils étaient en circuit de télévision fermé. Mais la semaine dernière, nous avons eu l'occasion à Houston de les voir eux-mêmes, de les rencontrer, de pouvoir leur poser des questions, et nous avons assisté ensemble à leur avant-dernière conférence de presse. Là encore, on avait pris toutes les précautions parce qu'ils sont entrés dans la salle, vous vous en souvenez, munis d'ailleurs d'un masque qui devait les préserver de toute contamination possible. Ils étaient protégés de l'air climatisé par des parois de plastique. Il y avait là aussi de très nombreux délégués, enfin des Japonais, des Français, des Anglais, des Allemands, évidemment des Américains et des Canadiens, il faut bien le dire. Mais c'est toujours impressionnant que de rencontrer des hommes comme ces astronautes là, qui vont participer à une aventure aussi extraordinaire que celle d'aller pour la première fois mettre le pied sur la Lune. Quelles ont été, Henri Bergeron, vos impressions? Eh bien, en les regardant là de nouveau, je les ai de nouveau, ces impressions. Collins à la droite, l'homme réfléchi. Aldrin au centre, l'homme sûr de lui. Armstrong, l'homme d'un équilibre parfait. Et je dois vous dire qu'il ne s'agit pas là de robots. Ce sont de véritables êtres humains qu'on a scrupuleusement choisis pour leur équilibre moral et physique et qu'on a soigneusement préparés à cette dangereuse mission par des moyens qui mettaient presque quotidiennement à l'épreuve leur courage et leur détermination. Le symbole de Apollo 11, c'était un aigle, le symbole d'ailleurs des Américains, déposant une couronne de laurier sur le sol lunaire. Avouons que cet aigle est un peu sévère, peut-être. C'est un peu, je pense, l'opinion de plusieurs. Mais quand même, avec cette plaque, il y aura aussi de déposer sur la Lune
une plaque portant une inscription et qui indique la participation du monde entier, si on veut, à une opération comme celle-là. On peut y lire en anglais, évidemment, « Ici, des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois le pied sur la Lune, juillet 1969. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Et cette plaque, elle sera fixée à la partie inférieure du LEM, celle qui doit rester en permanence sur la Lune. On sait également qu'ils y déposeront le drapeau américain. De nombreux autres drapeaux feront le voyage, mais ces drapeaux reviendront cependant, et ainsi que des messages des chefs de nation. Mais la grande caractéristique de ce vol, c'est la présence d'hommes à bord de l'appareil qui se rendra à la Lune. Cette présence humaine. Et leur descente sur le sol lunaire, ils ont subi, on le sait, un entraînement extrêmement intensif. Ils ont des choses en commun, ces trois hommes. Tous trois ont accompli un vol Gemini. Ils ont tous trois 39 ans. Ils sont de poids égaux, c'est-à-dire 165 livres, et de stature à peu près égale, 5 pieds 10, 5 pieds 11. Aldrin a 5 pieds 10 et les deux autres ont 5 pieds 11. Tout d'abord, parlons de Michael Collins, que nous voyons ici à l'œuvre. Lui sera le pilote de la cabine spatiale. Il ne foulera pas le sol lunaire, mais sa tâche est tout aussi importante que celle de ses camarades. Lieutenant-colonel de l'aviation américaine, il possède un sang-froid remarquable. Il est réfléchi. Il est plutôt taciturne. Il nous donne l'impression d'être souvent dans la Lune. Il ira peut-être un jour, nous l'espérons. Si Jules Verne a imaginé, dans son roman « De la Terre à la Lune », que les trois premiers cosmonautes seraient 2 Américains et un Français, eh bien, c'est sans doute Collins qui incarne ici le latin, puisqu'il est né à Rome, de parents américains cependant. Père de 3 enfants, il partage avec ceux-ci ses moments de loisirs, à la pêche et aux jeux de balle au mur. Et voici Buzz Aldrin, l'homme sûr de lui, que nous voyons ici à l'œuvre. Il possède un esprit hautement scientifique. Nous nous sommes laissé dire d'ailleurs qu'il luttait d'adresse avec les ordinateurs. Né dans le New Jersey, il est marié et père de 3 enfants. Il est colonel d'aviation. Il sera le pilote du véhicule lunaire. Nous le verrons dans quelques instants aux commandes, justement, d'un simulateur de véhicule lunaire. Et nous verrons avec quel aplomb il fixe, n'est-ce pas, le regard devant lui, et avec quel aplomb il peut manier cette manette. Le voici justement. Regardez ce regard fixe, sûr de lui. Et là, vous voyez quelques-uns des exercices auxquels doivent se soumettre les astronautes. Neil Armstrong, lui, n'est pas militaire. Cependant, il fut pilote dans la marine américaine de 1949 à 1952, durant la guerre de Corée. C'est un esprit pondéré. C'est sans doute à cause de son équilibre parfait qu'on lui a confié le commandement de cette très importante mission. On a l'impression qu'il pourra accepter les honneurs avec autant de dignité qu'il accepte aujourd'hui les risques que sa mission comporte. Marié et père de 2 enfants, Neil Armstrong deviendra peut-être l'homme dans la Lune que les bambins pourront enfin voir sur Terre. Armstrong, c'est l'homme discret, intelligent, équilibré, l'astronaute par excellence qui saura mener l'équipe sans défaillance. Et vous vous rappelez, M. Sicotte, il l'a dit, il a foi dans cette équipe, il a foi dans cet engin qui les mènera à la Lune, et il a foi également en tous ceux qui ont collaboré à cette grande aventure d'Apollo 11. Ce qui lui a peut-être valu l'honneur d'être le premier à fouler le sol lunaire, c'est qu'à l'occasion de Gemini 8, on s'en souvient, les manœuvres avaient été extrêmement difficiles. Le départ le matin avait été réussi, mais au moment de certaines manœuvres dans l'espace, ils ont dû revenir l'après-midi même. Et le retour s'est fait d'une façon quand même tout à fait parfaite, tout en gardant son sang-froid absolu. Et on a posé une question qui est revenue assez souvent au cours de cette conférence de presse. Quels seront les instants les plus difficiles de ce voyage? Et je me souviens de la réponse de Neil Armstrong. D'ailleurs, il hésitait toujours avant de répondre. Il réfléchissait quelques instants. Et cette fois, la réponse a été ceci. Les instants les plus difficiles, il y en a 2 catégories. Il y a d'abord les instants pendant lesquels les manœuvres que nous faisons sont des manœuvres qui sont élaborées pour la première fois. Ainsi, s'il s'agit d'une rencontre dans l'espace, d'une manœuvre d'arrimage, avec Gemini, à l'occasion des autres vols d'Apollo, ça a été réalisé plusieurs fois. On sait vraiment comment se comportent les vaisseaux à ce moment. Ça n'est certainement pas les moments les plus critiques. Mais quand il s'agira de mettre le pied sur la Lune,
Là, en ce moment, on ignore, bien que déjà d'autres véhicules ont pu nous donner une bonne idée du sol lunaire, mais quand même le comportement dans cet habit tout à fait spécial qu'il porte et à un poids qui n'est que le 6e de son poids normal, voilà sûrement un instant tout à fait critique. Quel sera vraiment son comportement? Il y a évidemment, bien sûr, le moment de l'envol du sol lunaire. Ça, c'est, il faut bien le dire, le moment le plus critique du vol. Là, et c'est la deuxième catégorie de difficulté qu'il prônait, c'est que lorsqu'il n'y a pas de solution de rechange, et il l'a dit carrément, si le moteur du module lunaire ne fonctionne pas à ce moment-là, alors qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on puisse faire? Mais les moments les plus difficiles aussi dans ce vol lunaire, ce sont évidemment les moments qu'eux, pendant 2h40, vont passer directement sur le sol lunaire. Ce que ça sera, ils l'ont pratiqué. On a pris quelques images, un film que nous allons voir d'ailleurs de ces manœuvres qu'ils font à la surface, mais très, très abrégées. Nous y reviendrons plus en détail plus tard. Ils auront là à prendre d'abord des photographies. Voici une simulation de cette descente en sol lunaire. Ils recueilleront du matériel lunaire. Ils déposeront des objets quand même assez lourds. Voici un sismographe qui devra quand même mesurer les chocs, les tremblements de Lune, si on veut. Le voici de nouveau qui se déploie cette fois de façon à pouvoir s'alimenter de l'énergie solaire et la transformer en énergie électrique. Ça, c'est un des appareils qui restera en permanence. Il l'a actuellement dans sa main gauche. Dans sa main droite, c'est un appareil différent. C'est un appareil permettant la réflexion de rayons laser. Faut dire cependant que l'endroit précis de leur atterrissage sur la Lune, déjà grâce à des vols de Surveyor, grâce au vol d'Apollo, on a pris de très nombreuses photographies. On sait vraiment à quoi s'en tenir. Il n'y a pas là de danger dans le cas du choix du site. Voici un Surveyor se déposant, non pas qu'il ait été filmé, c'est toujours une animation, sur le sol lunaire et qui a envoyé des photographies même du pied du Surveyor, et de sorte qu'on voit très bien que le sol lunaire, ça n'est pas un sol lunaire de poussière, mais c'est bien un sol lunaire quand même assez solide. Ces scènes ont été prises à l'occasion des vols d'Apollo 8 et d'Apollo 10. Je pense, M. Sicotte, qu'il serait bon de dire quelques mots de cette grande nuit, que sera la nuit de dimanche à lundi prochain. En particulier à 2h17, évidemment. Mais l'arrivée sur la Lune s'effectuera dans l'après-midi du dimanche, n'est-ce pas? En réalité, ils vont passer 22 heures sur le sol lunaire. Ils ne passeront que 2h40 sortis, tous les deux, en recueillant des spécimens comme nous venons de le voir, mais le séjour total sur la Lune, c'est de 22 heures. Pourquoi un séjour aussi long? D'abord, il faut quand même une période de repos, il faut une période pour qu'ils puissent manger. Et Armstrong a mentionné hier soir à la conférence de presse qu'il aurait sans doute beaucoup de difficultés à dormir. Bien sûr, d'ailleurs, ils sont debout dans le véhicule lunaire. Il n'y a pas possibilité de pouvoir s'étendre. Disons que c'est ce qu'on appelle des périodes de repos. Probablement pas des périodes où ils pourront dormir. Et surtout, c'est qu'il faudra vérifier tous les manèges de départ. Et ça, ils doivent le faire une fois à l'intérieur avant même de sortir. Et encore même une fois entrés, là, ils auront une période de 4 heures de repos et une période de 2 heures, là où ils mettront une dernière main aux préparatifs de montée. Je voudrais mentionner un tout petit mot des caméras utilisées. Tout d'abord, rappelons aux auditeurs, aux spectateurs, qu'il y aura la caméra, évidemment, qu'on a utilisée dans Apollo 10, évidemment. Et ensuite, il y aura une nouvelle caméra. Celle-ci nous montrera les astronautes sur le sol lunaire. C'est une petite caméra blanc et noir. Évidemment, la qualité, la définition n'est pas tellement bonne. Simplement 320 lignes au lieu de 525, comme dans le cas de l'autre. Mais cependant, nous espérons bien pouvoir présenter d'excellentes images de la Lune. Et toute cette nuit, d'ailleurs, nous serons avec vous de 1h à 5h30, je crois, alors que toutes les manœuvres du sol lunaire seront télévisées en direct. Il s'agira là d'un événement. Ce n'est pas un événement du siècle, c'est un événement de toute l'histoire de l'humanité. Oui. Mais pour se préparer à cette nuit, les astronautes ont cependant dû subir un entraînement très intensif, mais surtout, et ça c'est important à souligner, c'est qu'ils ont participé à la fabrication des modules, aussi bien du module lunaire que du module de service et du module de commande dans lequel ils vont circuler. Voici justement ce module de commande, la seule partie qui devra revenir sur Terre. Et on tente presque toujours un amérissage, c'est fort heureux. Et voici des exercices d'amérissage de ce module de commande, tels qu'on les réalise à peu près tous les jours à Houston.
L'amérissage est évidemment supérieur à l'atterrissage, c'est que le choc moins violent permet de conserver des outils en meilleur fonctionnement à l'intérieur. Le module de service, lui, qui se trouve sous ce module de commande, est ici assemblé dans l'immense usine d'assemblage. Et ça, quand on dit immense, c'est vraiment la réalité, à Houston, un édifice qui a quelques 500 pieds de hauteur. Et puis, le véhicule lunaire, un véhicule tout à fait qui sort de l'ordinaire quant à sa forme, avec lequel on a réalisé de très nombreux arrimages sur Terre. En voici des exemples d'arrimages. Il est recouvert dans sa presque totalité de feuilles d'aluminium. Et voici justement le pied à gauche. Vous voyez une idée de la dimension de cet appareil par l'homme qui se trouve à côté. Il est recouvert de feuilles d'aluminium dans le but de préserver une trop grande chaleur venant du soleil à l'occasion de son voyage vers la Lune. Voici justement ce trou qui permettra le passage, 32 pouces de diamètre, du module de commande au module lunaire. Cet appareil a environ 15 pieds de hauteur. Encore dans l'immense usine d'assemblage, voici cette fois le premier étage de la fusée. Premier étage qui comporte 98% de son poids au départ en carburant et comburant, et seulement 2% du poids qui est, disons, la paroi et les moteurs. Et une fois terminé au pied du module de service, voici dans le cône que nous voyons maintenant à la base, le module lunaire se trouve enfermé. Le tout est transporté à une vitesse extrêmement lente, à la vitesse de 1000 à l'heure. Donc, une vitesse très lente. Et là, il est transporté de l'usine d'assemblage, nous le voyons ici dans son entier, au module, à l'endroit où s'élèvera demain matin vers 9h30. À la rampe de lancement. Et sur un transporteur qui peut transporter 6000 tonnes. C'est vraiment presque incroyable. C'est-à-dire 12 millions de livres. C'est très impressionnant. Et tous ces préparatifs avaient comme but ultime, donc le voyage qui débutera demain matin. La trajectoire a été dessinée grâce, évidemment, aux programmeurs et surtout à l'utilisation d'ordinatrices. Là-bas, il y a des édifices entiers ne contenant que des calculatrices. Et on dit que le simple programme du vol d'Apollo 11, sur papier, peut remplir une chambre entière. Il y a beaucoup de ces détails, d'ailleurs, que nous aurons l'occasion de vous donner au cours de cette semaine. Ce soir, nous devons peut-être faire un petit peu plus rapidement. Mais parlons maintenant d'un autre aspect, si vous voulez, la trajectoire elle-même et certaines des manœuvres qui devront être effectuées dans l'espace. Et un peu avant la trajectoire, ce que nous voyons en ce moment, c'est le moment où le module de commande est le module lunaire d'Apollo 10. Donc, le fond que nous voyons, c'est bien la Lune. Et ça a été filmé pendant le voyage précédent. Mais voici une animation qui va nous donner vraiment une idée d'à peu près toutes les phases. Tout d'abord, au départ, et fort heureusement, la tour de sécurité ne sera sûrement pas utilisée. Et là, l'orbite d'attente. L'orbite d'attente, mais d'un tour et demi seulement. Et le troisième étage qu'il avait placé en orbite d'attente sera réutilisé, voilà, cette fois pour un voyage vers la Lune. Ici, les pétales protecteurs vont s'ouvrir et nous allons voir maintenant le module lunaire. Et après que le module de commande ait fait un demi-tour sur lui-même, il y a l'amarrage. Ça, c'est toujours une réalisation très délicate quand même à faire. Le dernier étage, le quatrième étage à gauche maintenant, se dirigera vers le Soleil. Et c'est ce train lunaire, si on veut, qui maintenant se dirigera pendant 3 jours vers la Lune avec un mouvement de rotation très lent, un tour à peu près par heure, de façon à éliminer la chaleur trop grande du Soleil. Et le voici maintenant. Freinage pour l'orbite lunaire. Freinage qui se fera à l'arrière de la Lune. Et là, le passage de 2 des hommes, Armstrong et Aldrin, du module de commande vers le module lunaire, celui qui devra se séparer un peu plus tard et puis atteindre la surface. Voilà. Cette séparation se fait, et puis, soit visuellement, soit à l'aide de radars tout à fait spéciaux, bien alors là, ils devront choisir le site d'atterrissage qui leur permettra d'avoir un plateau permettant, plus tard, 22 heures plus tard, d'aller rejoindre de nouveau le module de service. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs heures d'attente quand même à l'intérieur, vérifiant tous les instruments. Il y a toujours possibilité d'un départ immédiat. Mais ce qu'on espère, et ce qu'ils espèrent eux-mêmes, c'est de pouvoir, que tout fonctionne à merveille et de pouvoir descendre, comme on le voit actuellement, comme on voit un dessin animé nous montrant Armstrong maintenant sur le sol lunaire et qui va
pouvoir photographier et filmer son copain qui descendra à son tour. Et cueillir évidemment un tas d'échantillons de sol lunaire et de Et cailloux, le de moment pierres. le plus tragique, le moment sûrement le plus difficile à réaliser, le retour pendant que sur la Lune resteront certains objets, et en particulier la base du véhicule lunaire. Il y aura de nouveau autour de la Lune un arrimage qui permettra, grâce au moteur du module de service, le retour sur la Terre et le retour dans l'atmosphère, que nous reverrons le 24. Et ce retour s'effectuera dans le Pacifique. En somme, cette trajectoire, elle est passablement semblable à celle d'Apollo 10. Tout à fait, sauf que le LEM, évidemment, va descendre sur la surface de la Lune. Il y a un autre chapitre qui est propre à Apollo 11. Et il s'agit maintenant de cette fameuse quarantaine ou période de décontamination. Oui, c'est là une précaution que les experts américains doivent prendre. Elle sera peut-être tout à fait inutile, mais pendant un maximum de 21 jours, un minimum de 14 jours cependant, les astronautes seront vraiment relégués dans une chambre tout à fait spéciale, là où on étudiera si par hasard ils n'ont pas pris là-bas quelques virus et qui pourraient être vraiment dangereux ici sur Terre. Alors, du vaisseau qui les recueillera, ils entreront dans cette caravane que nous voyons, là, qui les transportera à Houston dans un édifice spécial, un édifice de décontamination, dans lequel ils auront évidemment à leur service plusieurs personnes. Mais voici justement l'édifice en ce moment, qui étudieront dans leurs détails les plus profonds, là, tout aussi bien leurs vêtements, les pierres qu'ils ont apportées, tout ça dans des étuves que nous voyons en ce moment, sans même que leurs mains soient en contact avec les objets. Les ouvertures que nous voyons là sont des ouvertures permettant, à l'aide de gants tout à fait spéciaux à l'intérieur, voilà, de manœuvrer les spécimens qu'ils auront apportés, de faire des expériences avec le sang des astronautes, avec les animaux, pour voir si vraiment il y a eu ou non contamination. C'est une précaution, encore une fois, tout à fait valable. Bien sûr, encore une fois, tout aussi bien l'étude des roches qu'ils rapporteront. Nous en voyons actuellement quelques-uns qu'ils sont en train de polir après les avoir stérilisés et qu'ils étudieront au microscope. Ben, ces roches, ne l'oublions pas, ont été pendant des siècles, enfin depuis qu'ils sont là sur la Lune, sans contact avec l'oxygène. Alors, c'est ça qu'on craint le plus. Enfin, on craint, c'est relatif. Mais comment se comporteront ces spécimens ici sur Terre en présence d'une atmosphère tout à fait différente, en présence de l'oxygène qui peut réagir d'une façon tout à fait différente? Et soit dit en passant, de nombreux géologues, même il y a des géologues canadiens qui travailleront sur ces échantillons pour en faire des analyses. Il y a même un médecin canadien qui sera à l'intérieur avec eux et qui sera celui qui le fera docteur des Carpentier, analyses. justement. Voilà. Est-ce que cette période de quarantaine se répétera lors des vols suivants? C'est une précaution qu'on continuera lors d'Apollo 12, par exemple. Oui, on sait qu'il y aura quand même au moins 20 vols, peut-être pas 20 vols, mais il y aura un Apollo 20 sur la Lune en 72. Mais à l'occasion d'Apollo 12, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura également encore une période de décontamination. Elle sera aussi longue, ça on ne le sait pas. Et la raison, elle est bien simple, c'est qu'ils n'atteindront pas le même endroit du sol lunaire que l'équipe d'Apollo 11. Alors, il y aura pour eux encore cette période, évidemment assez dure, puisqu'ils ne seront pas en contact immédiat avec leur famille. Ils pourront communiquer par téléphone, bien sûr, mais par des parois où ils pourront les voir, mais pendant peut-être 21 jours, peut-être plus, ça, c'est assez difficile à fixer, ce seront des gens vraiment isolés du reste du monde. Et ça, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante du vol. Si vous voulez, nous allons maintenant mettre tout le monde dans le coup de ce qui va se dérouler demain matin, mais en vous montrant justement la mise à feu de Saturne V lors de Apollo 10. Et là, nous allons pouvoir voir ceci au ralenti. En somme, il y a une période de 8 secondes ici qui va être transposée en environ 2 minutes. Alors, nous allons voir de très près ce qui va se dérouler précisément à 9h32 demain matin. Et surtout avec des caméras qui sont placées à des positions qui ne nous permettent pas de voir ces images lors de l'envol réel. Voici justement cette flamme qui jaillit des tuyères au moment du départ. Mais ces caméras sont protégées cependant contre cette flamme. Voici des crochets d'ancrage, voilà. Oui. Mais cette glace qui descend, ça c'est une réalité. C'est qu'à l'occasion des heures qui ont précédé, le liquide à l'intérieur était très froid. Voici ce que nous voyons en ce moment-là. Ce sont les sources d'alimentation d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide qui se séparent. Donc on est là tout près de la levée. N'oubliez pas que l'ignition se fait 8 secondes
avant l'envol, parce l'envol ne se fait qu'au moment où la puissance devient très grande. Et ça, c'est le dernier instant. Vous allez voir les crochets d'ancrage se séparer. C'est ça, et la fusée commence à monter. La fusée est tout à fait autonome à ce moment-là. C'est le cerveau qui est situé au-dessus du deuxième étage qui, à ce moment-là, guide la fusée entièrement. Et comme dans le cas d'Apollo 10, évidemment, si par hasard ce cerveau ne devait pas fonctionner correctement, c'est de la cabine spatiale qu'on pourrait diriger le vol. À l'aide d'un ordinateur spécialement désigné à cet effet. Voici justement encore le feu qui crache. Et cette fois, c'est tonnes d'eau que l'on fait jaillir immédiatement de façon à pouvoir conserver cette rampe de lancement intacte pour le vol qui devra suivre. Eh bien, nous avons simplement quelques secondes pour donner une idée de l'horaire des émissions qui seront présentées au cours de cette semaine. Tout d'abord, demain matin à 9h, heure avancée de l'Est, et toutes les heures seront à l'heure avancée de l'Est, le lancement qui est fixé à 9h32. Ensuite, il y aura reprise à 18h45 demain. Le 17, trajectoire lunaire de 19h30 à 20h, mais dimanche, évidemment, c'est la descente vers la Lune de 1h à 5h de l'après-midi. La descente du module, cette fois. La descente du module et la grande nuit de 1h du matin, lundi à 5h30. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonne fin de soirée au nom de Marcel Sicotte et Henri Bergeron.